Merci Madame Pompili. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, voici donc votre nouveau gouvernement. Nous lui souhaitons évidemment de réussir dans l'intérêt de la France et dans la fidélité aux valeurs républicaines de justice et de progrès. Chacun connaît et apprécie vos qualités personnelles, votre énergie, votre volonté, votre détermination à agir, des qualités très nécessaires en ces temps de crise. Mais pour se prononcer dans ce vote, l'essentiel, c'est évidemment la ligne qui sera suivie, la politique qui sera mise en œuvre. En démocratie, l'arbitre véritable, c'est évidemment le suffrage universel, et il faut être très attentif à ce qu'il exprime à travers les scrutins successifs. C'est ce que vous avez fait dans votre précédente déclaration de politique générale, le 8 avril, en notant, je vous cite, « Par leur vote ou leur abstention lors des dernières élections municipales, les Français ont dit leur déception, leurs doutes, leur mécontentement et parfois leur colère. Ils ont exprimé leur soif de justice. Ce message est très clair. » Depuis, le scrutin européen a confirmé ces résultats. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier ce message des électeurs. Sinon, s'ils avaient le sentiment d'une indifférence à leur vote, voire d'un certain déni du suffrage universel, ils se tourneraient de plus en plus vers les partis extrémistes et leurs fausses solutions. À côté du redressement des finances publiques, qui est évidemment nécessaire, il faut répondre aux préoccupations principales des Français, l'emploi, le pouvoir d'achat, les difficultés de la vie quotidienne. Face à ces enjeux, vous menez une politique que certains qualifient de social-libérale, mais comme la plupart des mots composés, le social-libéralisme peut apparaître ambigu. S'agit-il d'un socialisme teinté d'un peu de libéralisme, ou bien s'agit-il d'un libéralisme ayant conservé certains traits socialistes? Qu'est-ce qui domine dans cette formule mixte, dans cet oxymore qui associe deux expressions habituellement contraires, socialisme et libéralisme? Reste-t-on principalement dans la tradition de 1997 ou bien s'inspire-t-on davantage de Blair et de Schröder qui seraient devenus les nouvelles figures de référence, les nouveaux totems à honorer, même si Lionel Jospin, chef de gouvernement au même moment, jugeait leur politique peu conforme aux attentes sociales. Certes, en période de crise, il est normal de soutenir les entreprises. Vous avez rappelé les mesures prises dans ce but, le CICE et le pacte de responsabilité, soit au total, sur 3 ans, 41 milliards d'euros d'allègement des charges des entreprises. Le MEDEF avance d'autres demandes sur la simplification du Code du travail, sur les seuils sociaux et plus récemment, tout récemment, sur des dérogations au SMIC, à la durée légale du travail et sur la suppression des jours fériés. Tout cela fait beaucoup et à coup sûr trop pour une majorité comme la nôtre, attachée à la situation des salariés, et vous l'avez vous-même rappelé dans votre discours. Par ailleurs, il serait très utile de préciser le dispositif du CICE. Certes, il doit continuer de s'appliquer, mais avec les contreparties prévues, alors que le MEDEF semble maintenant récuser ce terme. Monsieur Gattaz, qui continue de porter son pins « 1 million d'emplois », doit jouer le jeu et respecter ses engagements en partenaire de bonne foi. Le CICE a été conçu avec un objectif précis, aider les entreprises à développer l'emploi et l'investissement, et non pas pour d'autres fins éventuelles, comme augmenter les rémunérations des dirigeants ou les dividendes des actionnaires. Et vous l'avez également rappelé, Monsieur le Premier ministre. Ce crédit d'impôt n'est évidemment pas un chèque en blanc attribué aux entreprises qui l'utiliseraient à leur gré, à leur convenance,
sans guère embaucher ou investir davantage. Le chef de l'État avait d'ailleurs insisté sur ce point dès sa conférence de presse du 14 janvier 2014 en déclarant « Ces contreparties doivent être définies au plan national et déclinées par branche professionnelle. Elles porteront sur les objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes et de travail des seniors. Un observatoire des contreparties sera mis en place. » Notre groupe a donc déposé un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2014, amendement devenu l'article 29 de cette loi qui dispose « Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un observatoire des contreparties dont le rôle sera de suivre l'utilisation par les entreprises des allègements de charges et d'impôts consentis à celles-ci au moyen du CICE et du pacte de responsabilité. » Cette transparence s'impose, car, comme vous l'avez rappelé, trop peu des 50 principales branches ont commencé les négociations entre partenaires sociaux, pourtant décidées dès le 5 mars, et une seule les a conclues, la chimie. Pour le reste, 33 branches ont ou vont entamer des négociations et 17 autres n'en ont encore engagé aucune. Cette lenteur extrême ou cet immobilisme ne sont pas acceptables. Quand il s'agit de combattre le chômage, la démarche ne peut rester celle-là, tarder, traîner, temporiser. Le CICE présente une seconde lacune majeure, l'absence de sélectivité. Ce soutien s'adresse indistinctement à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient industrielles ou non, qu'elles soient exportatrices et donc soumises à la concurrence ou non, qu'elles soient bénéficiaires, même largement ou non. Ainsi, la grande distribution profite amplement de ce crédit d'impôt. En 2013, son impact aurait été de 70 millions d'euros pour Carrefour et de 45 millions d'euros pour Auchan. À l'évidence, il faudrait concevoir un certain ciblage du CICE et le concentrer sur les secteurs ou les entreprises qui en ont réellement besoin, avec une attention particulière pour les PME-PMI. Par ailleurs, à côté de l'offre, il faut aussi soutenir la demande. Mario Draghi l'a souligné le 22 août dernier, une stratégie cohérente pour réduire le chômage doit s'appuyer à la fois sur des mesures d'offre et de demande. La demande a besoin d'un coup de fouet. Le président de la BCE encourage donc les pays européens à prendre des mesures de relance. De même, le FMI s'inquiète de la faiblesse de la demande européenne et recommande une rigueur moins prononcée. La France ne doit pas se polariser trop principalement sur une politique de l'offre. Elle doit stimuler à la fois l'offre et la demande, en améliorant notamment le pouvoir d'achat des ménages modestes. À cet égard, nous enregistrons avec satisfaction la décision de relever les petites retraites inférieures à 1 200 €, conformément à l'engagement pris par le Premier ministre envers notre groupe en avril dernier, et ce, par un coup de pouce, malgré une inflation sensiblement plus faible qu'initialement prévue. Un deuxième élément est important pour notre groupe dans ce vote de confiance, la conception de vos relations avec le Parlement. Vous avez déclaré le 27 août « J'aime l'entreprise ». Très bien. Puis le 31 août « J'aime les socialistes ». Encore mieux. Il vous reste à dire « J'aime le Parlement », ce qui sera également très positif. Mais il est vrai, vous l'avez déjà dit, vous l'avez presque déjà dit dans votre première déclaration de politique générale avec cette phrase « Rien n'est possible sans l'écoute et le dialogue. Une démocratie forte, c'est un Parlement respecté ». Vous annonciez alors une nouvelle méthode de travail fondée sur une concertation accrue avec la majorité parlementaire. Le gouvernement et sa majorité doivent en effet dialoguer pour s'accorder, et ils doivent le faire le plus possible en amont des textes. Bref, il s'agit de rompre avec certaines pratiques hégémoniques de la Ve République qui auraient pu se résumer ainsi « le gouvernement décide, le Parlement exécute ». Nous souhaitons donc l'usage moins fréquent de la procédure accélérée qui oblige le Parlement à légiférer hâtivement et donc imparfaitement.
Cette LGV, cette législation à grande vitesse, ne garantit guère la qualité des lois adoptées. De même, il importe de ne pas recourir aux ordonnances sur des sujets importants, comme cela semble avoir été initialement envisagé pour le travail dominical. Étant représentés dans l'équipe ministérielle, les députés de notre groupe accorderont leur confiance au gouvernement dans leur grande majorité, en étant solidaires sur les principaux choix. Mais il s'agira d'un soutien lucide et réfléchi dans l'examen des divers projets de loi. Nous nous prononcerons texte par texte, cas par cas, sans vote automatique ni mécanique. Comme nous l'avons d'ailleurs fait ces derniers mois, il nous est arrivé en effet de devoir nous abstenir, voire de voter contre un texte pour pouvoir obtenir sa modification. Cela a été le cas sur la réforme territoriale pour parvenir au maintien des conseils généraux dans les départements ruraux, que je vous remercie d'avoir annoncé dans votre discours. Un dernier point justifie notre soutien. La nécessité de rassembler notre pays, qui connaît beaucoup de fêlures, de fractures, pouvant menacer son unité. Notre société est devenue très fragile, très vulnérable, et il ne faut pas la déstabiliser davantage en ajoutant la crise à la crise ici au Parlement. Fragilité d'abord avec 14% de la population, soit 8 500 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, parmi elles 3 millions d'enfants pauvres, soit 1 sur 5, dans notre pays, 5e puissance économique mondiale. Fragilité avec 3 400 000 chômeurs, dont 545 000 jeunes de moins de 25 ans, devant qui semblent se fermer les portes de la société. Fragilité aussi avec les emplois précaires qui se multiplient et qui génèrent l'incertitude de l'avenir. Fragilité avec la fracture territoriale entre les villes-centres et les banlieues populaires, celle de la France périphérique qui concentre toutes les difficultés sociales. Fragilité avec le communautarisme qui risque de fragmenter la société en entités particulières, repliées sur elles-mêmes. Fragilité enfin avec le retour du racisme, du rejet d'autrui, des slogans de haine des années 30, avec en même temps l'essor de partis extrémistes qui pratiquent systématiquement la démagogie et utilisent les pulsions collectives. Avec le lien social qui se distend de cette manière, la France devient une société inquiète, une société anxieuse, qui s'interroge, se défie et s'alarme. Dans un tel contexte, la mission essentielle du gouvernement, c'est de rassembler la nation en recherchant le consensus, en surmontant les conflits et les tensions. L'objectif, c'est une société plus apaisée et plus unie, une société de concorde qui pratique le dialogue, le débat, l'échange. Pour cela, il faut, comme toujours, en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux valeurs républicaines, justice et progrès, égalité des chances sans distinction d'origine, refus des discriminations, tolérance et respect de chacun, laïcité pour être ensemble, quelles que soient les appartenances confessionnelles, fraternité pour bâtir une société plus solidaire et plus humaine. Sur ces bases, notre pays peut retrouver la conscience commune d'un destin commun, il peut retrouver ce désir de vivre ensemble par lequel on définit souvent une nation. Sur ces bases, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez ouvrir des perspectives, préparer l'avenir selon la formule de Pierre Mendès France et porter un nouvel espoir.